Le 6 novembre 2014, des policiers de Mexico ont découvert des restes humains. Une partie d'un torse a été retrouvée dans un terrain vague près de la sortie de la ville. Quelques jours plus tard, des sacs contenant des bras et des jambes ont été trouvés dans différentes zones de la capitale. Le détail effrayant était l'absence de doigts sur les membres. La police a immédiatement donné l'alerte. Un criminel particulièrement violent semblait agir dans la région. Des équipes d'agents ont été mobilisées pour fouiller les rues. L'objectif principal était de retrouver la tête et les membres manquants de cette personne malheureuse et d'empêcher de nouveaux crimes. À ce moment-là, tout le monde était convaincu qu'il s'agissait d'un tueur en série brutale. Les doigts et la tête n'ont jamais été retrouvés. Cependant, grâce au travail professionnel des experts médico-légaux, il a été déterminé que les restes appartenaient à une seule et même personne, mais en raison de l'absence de doigts et de dents, il était impossible d'identifier cette personne. L'histoire se déroule en Amérique du Nord. Le personnage principal est une résidente de Mexico, Alejandra Lafuente, une brune flamboyante avec de magnifiques cheveux et de brillants yeux marrons, qui mettaient en valeur ses cils noirs comme du goudron. Elle avait une silhouette athlétique et élancée qu'elle entretenait avec des séances de fitness, de yoga et des exercices de respiration. Alejandra aimait prendre soin d'elle. On pouvait souvent la trouver dans un salon de beauté, un massage ou un spa. Par beau temps, elle se prélassait sur la plage en travaillant sur des recherches scientifiques, et par temps nuageux, elle fréquentait les salons de bronzage. En général, on peut dire que cette jeune femme s'adorait et se considérait comme le modèle de l'attractivité féminine. Alejandra ne se contentait pas de cela. Elle avait aussi une carrière brillante. Son père, Alberto Dente, était un docteur en sciences, un psychiatre renommé. Spécialiste des déviations psychiques comme la schizophrénie et les troubles maniaques, il était célèbre non seulement pour ses travaux scientifiques, mais aussi pour ses expériences sur les patients. Pour Alejandra, son père était un modèle. Désireuse de connaître le même succès, elle a suivi ses traces. Elle s'est inscrite dans la meilleure université de psychiatrie et a obtenu son diplôme avec mention. Sa persévérance, son ingéniosité, son intelligence extraordinaire et les connexions de son père l'ont aidé à rédiger et défendre sa thèse sur le syndrome maniaque. Cependant, Alejandra n'a pas continué dans la psychiatrie. Elle s'est tournée vers la psychothérapie. Grâce à l'argent de son père, elle a obtenu une licence et ouvert son propre cabinet dans un nouveau centre d'affaires au cœur de la capitale. Les clients affluaient, mais elle ne consultait que des femmes. Ces dernières venaient pour des troubles alimentaires, des dépressions, des problèmes de relations et un manque d'estime de soi. Alejandra les aidait à résoudre leurs problèmes familiaux, mais comme c'est souvent le cas, sa propre vie personnelle laissait à désirer. Le premier mariage d'Alejandra a échoué, mais le couple a eu 2 filles charmantes, héritant des yeux de leur mère et de l'humour de leur père. Cependant, Alejandra ne s'est pas laissée abattre. À son avis, avoir 2 enfants n'était pas une raison pour renoncer à elle-même. Elle rêvait toujours de rencontrer sa moitié, un homme qui pourrait aussi être un bon père pour ses filles. Quelque temps après la séparation, l'ex-mari, dont le nom reste anonyme, rendait souvent visite à Alejandra. C'était une pratique normale. Il venait le week-end pour passer du temps avec ses petites filles et aider son ex-femme avec les tâches ménagères, si nécessaire. Cependant, il ne savait pas que cette visite serait sa dernière. Alejandra lui a demandé d'entrer par l'arrière-cour, prétextant que la serrure de la porte d'entrée était bloquée. Il s'est dirigé vers la maison, où elle lui a dit que leur plus jeune fille prenait un bain et lui a demandé d'aller dans la salle de bain. Ne se doutant de rien, il y est allé. Un silence pesant régnait dans la maison. Aucun bruit de dessin animé ou de rire d'enfant. Dans la salle de bain, il n'y avait que du ruban adhésif sur le sol et une baignoire remplie, mais sans enfant. À ce moment précis, Alejandra se tenait derrière lui avec un marteau et lui a asséné un coup puissant à la tête, suivi d'un autre. L'homme est tombé et du sang s'est répandu par la large plaie dans son crâne. Comme les experts l'ont plus tard confirmé, il n'avait aucune chance de se sauver. La mort a été quasi instantanée après le premier coup. L'aîné des filles, qui est rentré plus tôt que prévu d'une visite chez une amie, a été témoin involontaire de cette scène terrifiante. Les enfants avaient souvent vu leurs parents se disputer, mais cette fois, la situation était allée trop loin. La fille a couru hors de la maison pour appeler à l'aide. Presque immédiatement,
un voisin est arrivé et a appelé la police. Alejandra a été arrêtée et accusée de meurtre. À la station, elle a été placée en cellule en attendant son premier procès. Lors du procès, Alejandra a nié sa culpabilité. Les avocats ont avancé la thèse de la légitime défense. Selon eux, l'ex-mari, jaloux d'Alejandra, l'accusait à tort de faire venir des hommes à la maison, ce qui aurait pu nuire à leur fille. Le jour du crime, il se serait présenté à l'improviste, aurait pénétré par l'arrière pour la surprendre et se serait jeté sur elle dans la salle de bain où elle montait un meuble. Elle aurait alors agi en légitime défense, assénant 2 coups à l'arrière de la tête de son ex-mari. Le 14 juin 2012, le verdict est tombé. Compte tenu des preuves, de la défense et de la présence de 2 jeunes enfants, Alejandra a été condamnée à 1 an et 4 mois. Grâce au travail coordonné des avocats et à l'argent de son père, sa peine d'emprisonnement a été remplacée par une peine avec sursis. Quelques mois plus tard, un appel avait été déposé avec une demande de levée des charges, invoquant la légitime défense. Des militants des droits de l'homme ont demandé un procès devant jury, exprimant une profonde compassion pour cette pauvre femme, présentée comme une victime de violences domestiques. Finalement, le tribunal a réexaminé l'affaire et prononcé un acquittement. Après sa libération, la jeune femme a repris son activité de conseil psychologique comme avant. Elle s'est construite une image de victime d'inégalité de genre, luttant pour ses droits, à l'instar de nombreuses femmes en Amérique du Nord, et qui avait fini par triompher. Cette image a rendu Alejandra encore plus populaire auprès de ses clientes potentielles. Peu après, Maria Alejandra a rencontré Alan Carrera, un grand homme d'affaires mexicain, fils d'Adrien Carrera Francis. Alan était un homme grand, séduisant et charismatique. Son père, ancien chef des services spéciaux du district central, avait connu un succès considérable dans sa carrière, mais il avait été démis de ses fonctions après que l'une des fraudes financières de son fils eût été découverte. Une partie des activités d'Alan était légale, mais l'autre, peu connue, était étroitement liée au crime organisé. En effet, Alan était impliqué dans un réseau de transport de substances psychotropes vers les États-Unis, avec une base dans une ville frontalière protégée par des policiers corrompus. Ce groupe contrôlait une petite partie du trafic de substances psychoactives dans le sud du pays. Adrien Carrera, le père d'Alan, avait été impliqué dans ces affaires criminelles. Confronté à une peine de 20 ans de prison, il avait toutefois bénéficié d'une libération anticipée le 18 juillet 2000, grâce à un programme de protection des témoins. Après sa libération, Adrien s'était entièrement consacré à son fils et à ses activités légales. Alan avait rapidement adopté les idées et l'expérience de son père. Diplômé de l'université, Alan avait décidé de suivre les traces de son père en devenant entrepreneur. Il s'était intéressé à la gestion d'une chaîne de magasins d'appareils ménagers qui, bien que plus petite que les entreprises de son père, générait de bons revenus. Alan avait été marié une première fois à une ancienne camarade de classe dont il était amoureux depuis l'enfance. Ce mariage, bien que court, avait été intense et le couple avait eu une fille. Cependant, la charge de travail d'Alan et son absence fréquente avaient conduit à un divorce difficile. Cette séparation avait marqué Alan, qui n'avait jamais vraiment réussi à surmonter cette perte. Son alcoolisme croissant et sa solitude l'avaient poussé à consulter un psychiatre. Le hasard l'avait conduit à Alberto, le père de Maria Alejandra. Pendant cette période, l'ex-épouse d'Alan, elle aussi en pleine détresse après leur divorce, avait également décidé de consulter un thérapeute. Alberto, pour des raisons éthiques, ne pouvait traiter les 2 anciens conjoints et avait donc recommandé à l'ex-femme d'Alan de consulter sa fille, Alejandra, sans révéler leur lien de parenté. Alejandra avait rapidement vu en l'ex-mari de sa patiente une opportunité. Un homme riche, charmant et d'âge mûr. Elle avait alors demandé à sa cliente d'inviter Alan pour une consultation sous prétexte de résoudre leurs problèmes en une seule séance. Dès les premières minutes de cette séance, Alejandra avait commencé à mettre en œuvre son plan pour séduire Alan. Les résultats ne s'étaient pas fait attendre. Immédiatement après la séance, Alan avait invité la thérapeute à prendre un café. Bien qu'Alejandra ait d'abord prétendu refuser par souci d'éthique, le rendez-vous avait eu lieu le soir même. Une relation amoureuse s'était rapidement nouée entre eux. Lorsque l'ex-femme d'Alan avait découvert cette liaison, elle avait été choquée et avait envisagé de signaler l'incident au comité d'éthique médicale.
Cependant, Alejandra, habile manipulatrice, avait réussi à convaincre sa cliente de ne pas aller plus loin, en la persuadant que son opposition était due à de la jalousie et qu'elle devait lâcher prise pour trouver un avenir heureux. Les séances avec l'ex-femme d'Alan avaient ainsi pris fin. Pendant ce temps, la relation entre Alejandra et Alan s'était développée à une vitesse fulgurante. Quelques mois après leur premier rendez-vous, ils avaient décidé d'emménager ensemble. 2 mois plus tard, ils avaient planifié leur mariage. Cependant, Alan ignorait tout du passé trouble de sa fiancée et des raisons réelles de son divorce avec son premier mari. En avril 2014, Alan avait décidé de rendre visite à ses parents et leur avait parlé de sa fiancée et du mariage imminent. Ses parents avaient été très surpris d'apprendre une nouvelle aussi importante si tardivement, n'ayant jamais entendu parler d'Alejandra auparavant. Une semaine après cette rencontre, le mariage avait été célébré. Fait intéressant, Alejandra avait demandé à son mari de ne pas inviter ses amis. Par la suite, aucune invitation n'a été envoyée aux proches pour le mariage. Celui-ci devait être modeste, le budget ne permettant pas d'inviter tout le monde. Cependant, le père de la mariée a assisté à la cérémonie. Au début, la vie du jeune couple ressemblait à un conte de fées. Jeune, heureux, avec de nombreux projets et désirs. Mais cela ne dura pas longtemps. Alejandra ne tarda pas à révéler son caractère hystérique, ce qui marqua le début de la descente aux enfers, bien que personne ne s'en douta encore. La relation entre les jeunes mariés changea rapidement. Alan, de nature réservée, ne partageait pas les détails de sa vie privée avec ses amis, ce qui laissait beaucoup de mystère sur ce qui se passait derrière les portes closes. Toutefois, il était évident que leur relation s'effritait. Alan s'éloigna peu à peu de sa famille et la dernière goutte fut le mariage auquel ses parents n'avaient pas été conviés. À partir de ce moment, ils cessèrent même de s'appeler. Les rares amis d'Alan remarquèrent que son épouse devenait de plus en plus nerveuse et parfois instable, perdant rapidement son sang-froid. Après quelques incidents embarrassants, Alan limita les rencontres où ils apparaissaient ensemble. Les disputes au sein du couple devinrent quotidiennes et souvent sans fondement. Un soir, Alejandra raconta qu'elle avait fouillé dans le téléphone portable de son mari et découvert des conversations explicites avec d'autres femmes. Pour elle, cela fut la goutte d'eau. Elle déclara plus tard au tribunal qu'Alan la battait, l'insultait et l'humiliait constamment. Une fois la trahison révélée, elle considéra qu'il était inutile de sauver leur mariage. Curieusement, elle n'appliqua aucune méthode psychothérapeutique pour tenter de rétablir leur relation. Considérant l'infidélité d'Alan, Alejandra décida d'opter pour une méthode qu'elle connaissait déjà bien. Elle se mit à élaborer le meurtre parfait. Pendant ce temps, Alan continuait sa vie quotidienne, sans se douter de ce qui se tramait. Bien qu'il communiquât rarement avec sa famille, il ne pouvait manquer le festin annuel célébrant l'anniversaire de son grand-père bien-aimé. Alan assista à cette fête, mais ses parents montrèrent clairement qu'ils n'appréciaient pas sa femme. Cette situation irrita profondément Alejandra, aggravant encore les tensions dans leur couple. Personne n'aurait pu imaginer que ce serait la dernière fois que la famille verrait Alan vivant. Le 31 octobre 2014, Alan envoya un dernier message à sa famille pour leur dire qu'il était bien rentré chez lui après la fête d'anniversaire. À partir de ce moment, il ne donna plus aucun signe de vie. Il ne se présenta pas à son travail les jours suivants, ce qui était inhabituel pour cet homme extrêmement consciencieux, surtout à l'approche de l'ouverture d'un nouveau magasin. La disparition d'Alan était due à l'horrible plan d'Alejandra, qu'elle mit à exécution dès son retour du dîner familial. Après une dispute, elle versa un puissant somnifère dans le lait qu'il buvait avant de se coucher. Puis, elle l'étouffa avec un oreiller, prenant un plaisir cruel à le regarder lutter faiblement pour respirer. Le moment le plus difficile vint ensuite, se débarrasser du corps. Ce détail, elle ne l'avait pas prévu. Alan était trop lourd pour qu'elle puisse le déplacer seule. Dans l'urgence, Alejandra emprunta une scie électrique dans le jardin de son voisin. Avec un calme effrayant, elle découpa le corps de son mari en morceaux, montrant une absence totale d'empathie. Elle emballa les restes dans des sacs poubelles, prenant soin de couper les doigts et d'arracher les dents pour rendre l'identification impossible si le corps était retrouvé. Elle plaça les sacs dans des valises pour les transporter discrètement hors de la maison. Cependant, son plan fut perturbé à l'aube.
Une voisine âgée, insomniaque, remarqua le comportement étrange d'Alejandra, qui peinait à transporter de lourdes valises seule. Le voisinage fut encore plus intrigué lorsque, peu après, elle rentra chez elle sans ses valises. Le 6 novembre 2014, la police mexicaine fit une découverte macabre. Un torse humain, sans dents ni doigts, fut retrouvé. Cet acte d'une brutalité extrême mit les forces de l'ordre en état d'alerte. Moins de 24 heures plus tard, d'autres parties du corps furent retrouvées à différents endroits de la ville. Les lieux de découverte étaient éloignés les uns des autres, ce qui expliqua plus tard les absences prolongées d'Alejandra de son domicile. Par la suite, tous les morceaux du corps furent envoyés au meilleur laboratoire médico-légal, où les experts confirmèrent rapidement qu'ils appartenaient à la même personne. Pour détourner les soupçons, Alejandra commença à envoyer des messages à la famille d'Alan en se faisant passer pour lui. Elle informa les proches qu'il partait en vacances et serait injoignable. Cependant, ce stratagème ne fit qu'aggraver les choses, car elle ignorait qu'Alan s'était récemment éloigné de sa famille et n'avait plus de contact avec eux. Le plan d'Alejandra fut ruiné par son propre père, Alberto. Inquiet de ne plus avoir de nouvelles de sa fille, Alberto appela la famille d'Alan pour savoir s'il savait où elle se trouvait. Il expliqua qu'elle ne s'était pas présentée à des séances de thérapie prévues, ce qui l'inquiétait beaucoup. Plus tard, il contacta de nouveau la famille pour leur dire qu'Alejandra avait été retrouvée et admise de force dans une clinique en raison de sa dépression, causée, selon lui, par les infidélités de son mari. Ces révélations alarmèrent profondément la famille d'Alan, qui tenta de le joindre, mais sans succès. Ils finirent par signaler sa disparition à la police. Les experts médico-légaux comparèrent les restes du corps retrouvés avec les caractéristiques d'Alan. Le résultat fut une correspondance à 100%. Les proches identifièrent également les restes, ce qui fut particulièrement dévastateur pour le grand-père d'Alan, qui tomba gravement malade après cette confirmation. L'enquête autorisa une perquisition au domicile et au bureau d'Alan. Dans le jardin, des traces de terre fraîchement retournées furent découvertes. En creusant, la police trouva les doigts et les dents de la victime, ce qui horrifia encore davantage la communauté. Alejandra fut immédiatement arrêtée. Des traces de sang furent également trouvées dans une pièce de la maison, dans le coffre de la voiture et dans le garage. Au départ, Alejandra nia toute implication, espérant échapper à la justice comme cela avait été le cas pour son précédent mari. Mais les enquêteurs rassemblèrent rapidement des preuves accablantes. Le témoignage d'une voisine âgée, les traces de somnifères qu'Alejandra avait obtenues grâce à sa position professionnelle, et les enregistrements des caméras de surveillance confirmèrent la culpabilité de la jeune femme. Les vidéos montraient qu'Alan était entré dans la maison, mais n'en était jamais ressorti. Elise confirmait également le transport des valises suspectes. Le 10 décembre 2014, le jury rendit son verdict. Alejandra fut condamnée à la réclusion à perpétuité pour meurtre avec cruauté, tentative de dissimulation, abus de sa position officielle et d'autres charges aggravantes. Malgré les efforts de son père, qui tenta d'utiliser ses relations et des pots de vin pour adoucir la peine, le procès resta fermé au public et à la presse pour limiter la médiatisation. Ce scandale ternit à jamais la réputation de son père, un spécialiste reconnu, incapable de détecter et de traiter les troubles mentaux de sa propre fille. Lors du procès, la mort du premier mari d'Alejandra fut évoquée. Cependant, le manque de preuves après toutes ces années empêcha une réouverture de ce dossier. Certains soupçonnèrent eux-mêmes que son père aurait pu être complice, mais aucune preuve ne soutint cette hypothèse. Après plusieurs appels des proches de la victime, la peine fut commuée en condamnation à mort. Une décision rare au Mexique, surtout à cette époque. Alejandra perdit également tout droit à une révision de son cas. Ses biens et sa maison furent attribués à la famille d'Alan, bien que cela ne puisse atténuer leur douleur face à la perte d'un être cher. Alejandra, pragmatique et cruelle, souffrait manifestement de troubles psychologiques, bien que les examens médicaux n'aient pas confirmé de diagnostic officiel. Son sentiment d'impunité après son premier crime lui avait donné un sentiment d'invincibilité. Malheureusement, il était trop tard pour réparer les erreurs du passé. Alan aurait peut-être survécu si cette femme n'avait pas échappé à la justice la première fois.